Eh ben, bonjour à tous. Donc merci de nous rejoindre sur ce quatrième webinaire sur cette série de 5 dédiée à la géothermie sur sonde. Donc on aura des intervenants à la fois bureau d'études sous-sol et bureau d'études surface, et puis un témoignage de d'une installation à la mode Servolex. Donc, voilà pour le programme très rapidement. On va évidemment, lors de cette session, rappeler le principe de la géothermie sur sonde, des définitions de besoins et de dimensionnement de pompe à chaleur, définition de la ressource, et puis on passera après à un exemple de réalisation et de développement de projet. Donc là, on a juste refait deux petites slides pour introduire le webinaire, pour resituer où on est dans la géothermie. Donc, on est dans la géothermie de surface et la géothermie sur sonde verticale. Donc, cette première slide, elle est sur la géothermie de surface, le cas classique. Donc, la géothermie de surface, on a un captage qui fournit de la chaleur pour un usage, donc un bâtiment. Et là, on a pris un exemple pour un usage de chauffage. Et donc, entre les deux, on a une unité thermodynamique qui effectivement, de manière générale, est une pompe à chaleur, qui fait le lien entre la source froide, le captage, et la source chaude, l'usage. Donc, voilà pour cette slide d'introduction. La deuxième, donc, sur le captage. Alors, tu peux peut-être avancer, il doit y avoir, voilà, il y a des photos. Le captage, donc on a plusieurs technologies de captage en géothermie dite de surface. Principalement, il y en a deux. Il y a la géothermie sur nappe que vous avez vu la semaine dernière et la géothermie sur sonde verticale que l'on voit aujourd'hui. Et donc la géothermie sur sonde verticale, une sonde verticale, c'est un forage sec. Donc c'est-à-dire qu'on ne vient pas pomper de l'eau et échanger de l'eau directement avec le sous-sol, mais on vient capter l'énergie, la chaleur ou le froid du sous-sol par une boucle intermédiaire, par la sonde, qui a une boucle en polyéthylène. Donc c'est la photo, la couronne noire qu'on voit au milieu, dans lequel on fait circuler de l'eau, éventuellement complétée d'un antigel, on le verra tout à l'heure, pour pouvoir échanger des calories avec le sol. Donc on rentrera plus dans le détail au fur et à mesure du webinaire sur la conception et les caractéristiques des sondes. Ce qu'on peut dire peut-être là, c'est qu'un forage sur sonde, ça fait entre 100 et 200 mètres de profondeur de manière générale. Ça fait à peu près 15 à 20 cm de diamètre. Il y a classiquement 4 tubes en U, enfin donc deux double U, enfin voilà, 2 U. Donc ça fait 4 tubes. Et ce forage est intégralement cimenté pour des questions de transfert thermique et de protection environnementale. Donc sur la présentation, comme ça a été dit par Nicolas, on présente en deux parties. Donc première partie sur l'analyse des besoins et la partie pompe à chaleur. Alors il y a peut-être une partie qui va être un peu redondante avec la semaine dernière, mais l'idée c'est aussi de présenter les choses de manière un petit peu différente et complémentaire. Mais en tout cas, ce qui a pu être dit la semaine dernière sur la partie énergétique, pompe à chaleur, et ce qui globalement va être dit aujourd'hui, c'est commun entre la géothermie sur sonde et la géothermie sur nappe. Donc un petit rappel encore qui a déjà été dit sur la pompe à chaleur, donc qui est l'unité thermodynamique. Le principe d'une unité thermodynamique et d'une pompe à chaleur, c'est de transférer de l'énergie d'une source froide à une source chaude via un cycle thermodynamique qui comprend des fluides frigorigènes. Et donc, on est obligé de consommer un travail pour pouvoir mettre en fonctionnement ce cycle. Donc, dans une pompe à chaleur, ce travail, c'est un travail par un compresseur électromécanique, donc on consomme de l'électricité. Et dans une machine à absorption, donc on a une compression thermochimique, on va consommer de la chaleur, et cette chaleur, elle peut être issue d'un brûleur gaz ou d'une source de chaleur fatale, par exemple, d'un réseau de chaleur ou d'un process industriel. Mais donc, le principe thermodynamique est toujours le même.
c'est que donc le petit carré à droite, en bas à gauche, pardon, c'est que donc l'énergie se conserve. Donc la puissance chaude, donc la puissance restituée quand on fait du chauffage, donc la puissance restituée au bâtiment, c'est le cumul de la puissance froide, donc la puissance extraite au captage géothermique, en l'occurrence aujourd'hui au champ de sonde, plus l'électricité consommée par la pompe à chaleur ou la chaleur consommée par la machine à absorption. Donc, ce qui fait que l'échange énergétique avec le sol, le dimensionnement de la pompe à chaleur est important et l'étude de la pompe à chaleur est importante puisque ça fait le lien entre les besoins du bâtiment et ce qui va réellement être échangé avec le captage géothermique. Et ensuite, le deuxième facteur très important, c'est le facteur performantiel de la pompe à chaleur ou de la machine à absorption. C'est ce qu'on appelle le COP pour coefficient de performance. C'est le rapport entre ce qu'on utilise sur ce qu'on consomme. Donc, quand on produit du chaud, c'est la chaleur produite divisée par l'électricité consommée. Et donc, on voit bien que plus ce COP est élevé, et donc moins on va consommer d'électricité pour une même chaleur produite. Donc, l'objectif d'une géothermie, c'est de pouvoir produire de la chaleur avec le meilleur COP possible. Et ce COP, d'un point de vue thermodynamique, il va baisser plus l'écart de température entre la source froide, donc le captage géothermique, et l'usage va être grand, et plus on va devoir consommer de l'énergie pour transférer la chaleur de la source froide vers la source chaude. Donc, toujours à titre informatif, 1 degré d'eau en plus, par exemple, sur les circuits de chauffage, c'est à peu près 3% d'électricité en plus sur la consommation électrique de la pompe à chaleur. Donc, c'est très, très important. Tu peux passer à la slide d'après. Voilà, donc donc on voit que c'est très important de caractériser les besoins pour la géothermie, puisque ça permet de caractériser, derrière, ça permettra de caractériser la sollicitation de la ressource. Et en plus, donc, on a besoin aussi de caractériser ces besoins en température pour pouvoir caractériser de manière assez précise les performances de la pompe à chaleur. Donc, globalement, les besoins qu'on peut couvrir avec une installation de géothermie de surface sur sonde verticale, c'est des besoins de chauffage, des besoins d'eau chaude sanitaire et des besoins de froid. Chacun de ces besoins, on doit, dans le cadre d'une étude de faisabilité, les caractériser par les trois grandeurs. Donc, la puissance utile, donc on va dire que c'est la puissance nominale de chaque usage, la puissance nominale de chauffage, la puissance nominale d'eau chaude sanitaire, qui va définir la caractéristique de la puissance nécessaire pour cet usage, la puissance totale nécessaire pour cet usage. Donc, par exemple, pour le chauffage, on va faire un calcul de déperdition. Ensuite, deuxième aspect très important, c'est la consommation, donc l'aspect énergétique, qui est très important, puisqu'un champ de sonde, en fait, on vient prélever l'énergie dans le sol, et ce sol, en fait, c'est un réservoir d'énergie. Donc, en fonction de comment on va solliciter ce réservoir, forcément, le champ de sonde, donc la source froide, ne va pas se comporter de la même manière. Donc, l'énergie est un facteur dimensionnant du champ de sonde. Donc, c'est important de l'apprécier aussi au niveau des besoins du bâtiment, puisque forcément, ça va être lié via la pompe à chaleur. Plus on va consommer de chaleur dans le bâtiment, plus on va extraire d'énergie en mégawattheure dans le champ de sonde. Et le dernier paramètre, on en a déjà parlé, c'est le régime de température de cet usage. Donc, c'est de caractériser, par exemple, pour le chauffage, c'est de caractériser la loi d'eau des émetteurs, donc de caractériser la typologie d'émetteurs. Donc là, ça dépend si on est dans de l'existant ou dans du neuf, mais en tout cas, c'est un aspect très, très important. Voilà, après, donc les graphiques, là, ils présentent justement des images des lois d'eau, des émetteurs, des courbes monotones ou des courbes de charge dynamiques de besoin. Donc ça, c'est une étape importante d'un dimensionnement d'un projet de géothermie. Tu peux passer à la slide suivante. Donc ensuite, une fois qu'on a caractérisé ces besoins de manière absolue, il faut définir une stratégie d'intégration de la géothermie. Il manque un graphique, tu peux peut-être faire un petit avancé. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse, donc il faut analyser les usages on va chercher à couvrir par la géothermie. Donc, une fois, par exemple, voilà, on sait que la performance de la pompe à chaleur va se dégrader avec la température, eh bien, on va peut-être, si certains usages, par exemple des circuits de chauffage à très haute température,
que dans le cadre du projet, on ne peut pas ou on ne souhaite pas réduire en température, on va peut-être les écarter du périmètre de raccordement de la géothermie. En fonction des usages aussi, une fois qu'on a défini les usages, on va définir le type de pompe à chaleur. Donc là, le type de pompe à chaleur, ça va être une pompe à chaleur qui est adaptée au régime de température qu'on souhaite. Donc on peut appeler ça des pompes à chaleur haute température ou des pompes à chaleur un peu plus classiques. Aussi, si on veut faire du chauffage de l'eau chaude sanitaire, il y a des pompes à chaleur qui peuvent être, alors pas en tant que d'un point de vue thermodynamique, mais d'un point de vue de la régulation, des modèles ou des marques de pompes à chaleur qui peuvent être plus adaptées pour l'intégration de différents usages, donc, par exemple des usages de chauffage eau chaude sanitaire. Et associé à ça, une fois qu'on a associé les usages et le type de pompe à chaleur, on doit définir un schéma de principe hydraulique, comment on va produire l'eau chaude sanitaire, le cas échéant, et comment on va produire le froid aussi si on souhaite en faire. Et donc, voilà, là, ce qu'on vous propose, c'est de faire des petits zooms sur cette partie-là. Donc, par exemple, un zoom sur la biénergie. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu aussi pour ceux qui ont suivi les webinaires avant. Une fois qu'on a caractérisé les besoins énergétiques et les besoins en puissance des bâtiments, en fait, avec cette courbe monotone, on va se rendre compte qu'on est capable de fournir une grosse partie de l'énergie du bâtiment avec une puissance réduite. Et donc, ça peut être très intéressant parce que en fait, ça va permettre d'installer peut-être moins de puissance de pompe à chaleur. Donc, on va prélever moins de puissance instantanée dans le champ de sonde. Donc, le facteur dimensionnant de puissance du champ de sonde sera réduit. Et donc, ça peut permettre d'avoir moins de sondes à installer, tout en ayant une couverture énergétique très importante. Donc, le ratio qu'on a habituellement, c'est entre 30 et 40% de puissance installée. On couvre entre 80 et 90% des besoins. Donc ça peut être un levier énergétique et économique très, très important. Donc, voilà pour cette slide sur la biénergie. Donc, il y a un choix important au niveau de la FESA. Ensuite, on a un zoom sur la production de froid aussi. Donc, quand on a des usages de froid, sur un projet avec la géothermie, ça a été évoqué en question, on a deux possibilités de produire le froid. Soit on le fait en froid actif, donc en utilisant la pompe à chaleur, donc c'est le tableau de gauche, soit on le fait en froid passif, ce qu'on appelle le géocooling, et donc là on le fait sans la pompe à chaleur. Donc comment on choisit si on fait du froid actif ou du froid passif? Ce qui va être déterminant en premier lieu, c'est les régimes de température de fonctionnement du réseau de rafraîchissement. Donc, si on veut rafraîchir avec des émetteurs qui ont besoin de, par exemple, d'eau à 7 degrés, tu es revenu à la slide d'avant, voilà, on va de manière assez naturelle et de manière systématique devoir produire ce froid avec la pompe à chaleur, puisque globalement, alors ça dépend du lieu, mais on va dire le sol moyen français ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes, si on n'est pas en haute altitude, on va être sur une profondeur de 100-150 mètres, entre 12 et 15 degrés. Et donc, forcément, si on veut faire du géocooling, il faut que la température du sol soit plus froide que la température d'émission du froid dans le bâtiment. Donc, si on veut du 7 degrés, on est obligé de passer par la pompe à chaleur. Sauf qu'on l'a fait fonctionner à l'envers, on l'a fait fonctionner en mode groupe froid, mais ça reste le même équipement. Et donc, soit on utilise une pompe à chaleur dite réversible, c'est-à-dire qu'il y a une inversion du sens de fonctionnement à l'intérieur de la pompe à chaleur. Donc là, sur le petit schéma, c'est représenté, il y a une petite 24 voies qui inverse le sens de fonctionnement. Soit on peut faire aussi de la réversibilité dite hydraulique. Donc, en fait, on vient inverser le raccordement hydraulique entre la source chaude et la source froide en été. Donc, juste techniquement, dans ce cas-là, il faut prévoir une 23 voies à côté du champ de sonde parce que les pompes à chaleur ont des températures minimales de condensation sur le côté condenseur, donc à respecter. Or, le champ de sonde peut être relativement froid. On a dit le sol est entre 12 et 15 degrés, donc le champ de sonde peut être un petit peu plus froid si notamment on l'a sollicité en hiver. Donc, on peut avoir des températures de l'ordre de 10 à 15-20 degrés. Et souvent, les condenseurs de pompe à chaleur, ça dépend des marques, mais on est en température minimale, on est autour des 20 degrés. Donc, il faut bien prévoir cette 23 voies-là. Et ensuite, il faut asservir le fonctionnement de la géothermie aux besoins. Donc, bien prévoir un asservissement peut-être en fonction de la température extérieure et de l'occupation du bâtiment pour pas qu'il y ait des consommations parasites.
Ensuite, si possible, on met aussi une noix d'eau, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en chaud, l'écart de température entre les deux sources est important. En froid, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que si à certains moments, au lieu de produire de l'eau à 7 degrés, de l'eau glacée à 7 degrés, on peut la produire à 8 ou 9, on va toujours gagner 3 ou 5 d'électricité, donc ce sera toujours bien. Et puis, voilà, toujours principe général de la géothermie aussi, c'est d'asservir les circulateurs. En géocooling, à droite, là, on n'utilise pas du tout la pompe à chaleur. Donc, c'est possible quand les émetteurs de rafraîchissement sont à plus haute température. Donc là, c'est ce qui est particulièrement adapté, c'est du plancher chauffant réversible, où on peut avoir des températures qui vont être de l'ordre de 18 degrés sur le départ, mais on peut aussi faire du froid passif avec des ventiloconvecteurs ou avec des batteries de centrales de traitement d'air. Et donc là, ce qui compte, c'est d'avoir des températures donc plutôt autour de entre 15 et 20 degrés sur le départ du rafraîchissement. Et donc ça permet de pouvoir directement échanger via un échangeur de séparation entre le bâtiment et l'eau du champ de sonde, les calories du sol avec les calories du bâtiment. Voilà, tu peux passer à la slide d'après. Je parle beaucoup, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour laisser le temps à mes collègues de parler aussi. Là, il y a un petit zoom aussi qui est intéressant sur la production simultanée de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Vous le verrez aussi sur ce schéma, alors que peut-être vous pourrez regarder plus en détail quand vous reverrez le webinaire, mais il y a aussi la production de géocooling, donc de froid passif. Donc ce qui est important et de manière assez générale, ce qu'on vise toujours en géothermie, c'est sur la partie surface, une fois qu'on analyse les besoins, c'est optimiser les performances. Donc là, c'est très très important. De manière générale, on sépare toujours le chauffage de l'eau chaude sanitaire en termes de production. Même si on le fait avec la même pompe à chaleur, là, vous remarquerez en fait qu'il y a deux ballons tampons. Ça veut dire qu'en fait, la pompe à chaleur, elle a deux modes de fonctionnement. Un mode chauffage où elle va suivre la loi d'eau. Donc, par exemple, elle va produire pour un plancher chauffant à 35 degrés en fonction de la température extérieure. Et à d'autres moments, elle va charger un autre ballon qui sera pour l'eau chaude sanitaire. Et là, elle va le charger en fonction de ses capacités et de ce qui est requis sur l'eau chaude sanitaire entre 60 ou 65 degrés. Et donc, ce qui est important de faire ça, et la pompe à chaleur va osciller entre ces deux modes de fonctionnement, et donc elle aura un COP qui sera peut-être de 6 en plancher chauffant quand elle fera le chauffage, et un COP de 3 ou 3,5 quand elle fera l'eau chaude sanitaire. Voilà. On n'a pas le temps de rentrer plus dans le détail, je pense que c'est fini. Voilà, après, il y a la démarche, le lien avec le sous-sol. Après, l'installation, on doit la modéliser. L'objectif, c'est d'obtenir justement à partir des besoins énergétiques un taux de couverture, un COP de la pompe à chaleur, d'estimer aussi les consommations électriques auxiliaires, c'est très important parce qu'une pompe à chaleur, une installation de géothermie, c'est hydrauliquement un petit peu complexe. Ça fonctionne en plus avec des petits delta T, donc il y a des consommations électriques auxiliaires qui sont relativement importantes par rapport à d'autres technologies, type par exemple même du gaz ou une chaufferie bois, où on peut avoir des consommations auxiliaires plus faibles. Donc, cette étape de modélisation, elle est importante. Et en données d'entrée, on a les résultats de la géomodélisation, on a les besoins dynamiques, on a notre stratégie en termes de dimensionnement de pompe à chaleur et de schéma hydraulique et de loi d'eau. Et en résultat, voilà, on a le taux de couverture, le COP, la part d'appoint, l'électricité consommée par les auxiliaires. Et je pense que j'ai fini ma partie. Très bien, merci Romain. Tu n'as pas commenté le petit schéma en haut à droite qui est intéressant. Ouais, alors, ouais, bah c'est une autre image de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a dit que la performance de la pompe à chaleur, elle variait en fonction de la température de sortie, enfin l'écart de température entre la source froide et la source chaude. Et c'est un graphe 3D qui montre ça. Donc le plan qu'on voit rouge, c'est le COP et qui varie en fonction, donc en abscisse et en ordonnée. Donc, mais c'est la température sortie condenseur, donc la sortie eau chaude, et la température sortie évaporateur, donc la sortie eau froide vers les sondes. Donc, plus cet écart est grand et plus le COP est faible. Et donc, ce qui compte, c'est le couple des deux, parce qu'on peut avoir certains moments les sondes qui sont plus chaudes et le bâtiment qui est plus froid, entre guillemets, enfin l'eau du bâtiment qui est plus froide. Donc, c'est important d'avoir cette simulation dynamique entre la température qu'on va récupérer des sondes et la température de besoin du bâtiment. Très bien. Donc, du coup, je passe aux questions qui ont été posées, mis à part celles
auxquelles Édouard s'efforce de répondre en direct. Il y a une question sur existe-t-il des données ou des communications sur la durée de vie et les consommations des pompes à chaleur géothermique par rapport à de l'aérothermie? On suppose sans doute que la durée de vie est plus importante, mais est-ce qu'il y a des données disponibles? Alors des données vraiment, moi j'ai pas de données officielles sur les durées de vie. Par contre, c'est clair que l'expérience montre quand même que les pompes à chaleur géothermiques, elles ont deux aspects qui vont les faire durer plus longtemps et qu'on voit depuis, alors moi ça fait presque 20 ans que je bosse dans la géothermie. Il y a deux aspects qui font améliorer, c'est le fait qu'elles soient installées à l'intérieur, donc elles ne sont pas soumises aux intempéries. Et le deuxième aspect, c'est que le fonctionnement de la source froide, qui est sur sonde là, en fait, on a des régimes de température qui sont beaucoup plus stables, même si ça varie, le champ de sonde, ou en géothermie sur nappe, qu'en pompe à chaleur sur air, où là, on varie vraiment fortement en termes de température en fonction des conditions extérieures, parce que c'est on doit capter l'énergie sur l'air extérieur. Donc, les compresseurs travaillent dans des plages de fonctionnement qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus réduites en termes d'écart de pression. Donc, on a des fonctionnements plus pérennes. Euh, Après, sur les performances, on a les données de performance des pompes à chaleur qui sont données pour différentes conditions de température. Par contre, c'est très très compliqué de comparer en fait ce que je dis depuis le départ, c'est-à-dire que la performance d'une pompe à chaleur, c'est l'écart de température entre les deux sources. C'est valable aussi pour une pompe à chaleur aérothermique. Donc deux installations de pompe à chaleur sur air sont difficilement comparables parce que ça dépend vraiment déjà de la situation géographique, mais aussi de la température d'usage de la chaleur. Donc, par exemple, une pompe à chaleur aérothermique en plancher chauffant, on peut atteindre des performances en exploitation dans des climats relativement tempérés. On peut atteindre des performances de 4. C'est pas impossible en COP annuel. Et en géothermie, sur du plancher chauffant, on atteint, on mesurait sur des COP supérieurs à 6. Mais à l'inverse, si on est en haute température, bah forcément, la PAC sur air, on va plutôt descendre sur des COP de 2, voire potentiellement moins. Et en géothermie, on va descendre sur des COP de 4, voire potentiellement un petit peu moins. Donc, c'est très, très difficile, vu que les performances, elles varient fortement, d'avoir des tableaux de performance qu'on peut utiliser directement pour les bâtiments. Ça nécessite vraiment de modéliser le bâtiment. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une fourchette de prix pour des études de géothermie qu'on peut avancer? Ouais, ben, entre 5 et 8 000 euros pour un projet de Moyenne. taille petite à moyenne, c'est-à-dire même sur des gros bâtiments, mais quand on ne rentre pas dans des boucles d'eau ou des réseaux de chaleur, entre 5 et 8 000. C'est bien. Ensuite, existe-t-il une schémathèque sur Oui. le principe sur les schémas hydrauliques, y compris avec la réversibilité hydraulique, les différentes. Ouais, l'ADEME a fait une schémathèque. Pendant qu'Edouard y parle, je vais rechercher le lien et je vous mettrai dans le fil de discussion le lien. Très bien. Et une dernière question. Avez-vous des courbes d'évolution des COP PAC aéro en fonction de la géothermie, la température extérieure, pardon, par rapport au PAC géo, mais je crois que tu en as déjà un peu parlé, quoi. Ouais, mais ça, effectivement, mais on peut le faire sur un projet et on se rend compte que le point à peu près d'équivalence, il se situe entre 12 et 15 degrés extérieur. C'est-à-dire que si on compare une géothermie sur sonde avec une PAC sur air, c'est qu'une PAC sur air, à partir de 12-15 degrés extérieurs, on a des performances équivalentes à une PAC géothermique. Voilà. Mais Et sauf qu'à puis, 12-15 degrés extérieurs, un bâtiment, on ne le chauffe plus ou quasiment plus. et on fera un webinaire spécial sur le couplage géothermie-aérothermie. C'est un sujet que tu adores, je crois. Ouais, je réponds pas. Non, mais voilà, c'est un sujet intéressant, justement, Ouais, ouais, c'est un sujet intéressant parce qu'effectivement, pour des usages spécifiques, quand il fait plus de 15 degrés dehors, l'important, c'est la performance. C'est toujours pareil. C'est pas ce qui est intéressant, c'est pas d'aller en soi capter l'énergie du sol.
qui est en soi, c'est de chauffer, enfin de produire de la chaleur en consommant le moins d'électricité possible. Et donc, effectivement, il y a certains usages industriels ou même on peut penser aux piscines où quand il fait 25 degrés dehors et qu'on a encore besoin un petit peu de chauffer, peut-être que si on veut rester sur de la pompe à chaleur, il vaut mieux faire de la pompe à chaleur sur air que de faire de la géothermie. Ok. Voilà. Et donc, il y a un couplage possible. Mais il y a d'autres aussi applications et il y a des expériences qui montrent que c'est tout à fait pertinent. Et ben Voilà. voilà, un sujet encore à venir. Du coup, merci Romain. Et puis, je passe sans transition la parole à Edouard. Merci. Donc, je vais vous présenter la ressource pour la géothermie sur sonde. Donc, on va passer directement à la prochaine slide. Pour la ressource, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a le contexte environnemental et puis le cadre réglementaire, puisque on interagit avec un milieu, donc il est intéressant, il est même nécessaire de comprendre quel est ce milieu, et pour cela, il convient de définir le contexte géologique et hydrogéologique. Ça permet de définir la nature des terrains qui vont être traversés, les aquifères qui sont possiblement rencontrés, voir s'il y a des particularités techniques, notamment lors de la foration, à travers les méthodes de forage qui peuvent être employées. Si on recoupe plusieurs aquifères, vérifier qu'on ne met pas en communication ces différents aquifères. Donc ça, c'est technique, mais c'est aussi et surtout réglementaire. Après, on a, comme on fore, on traverse des terrains, on extrait des matériaux, savoir ces matériaux, comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est le cas de la photo que vous voyez sur votre droite, où là, c'était un chantier sur Lyon 8. On avait pas mal d'eau qui remontait lors de la réalisation des sondes géothermiques, et il a fallu gérer ces eaux, décanter les eaux de manière à pouvoir ensuite les rejeter au réseau d'assainissement, et puis séparer la partie liquide de la partie solide pour pouvoir retraiter ces matériaux derrière pour l'envoyer vers une filière adaptée. Donc ça, c'est des points qui sont intéressants en phase étude à prendre en compte, de manière à ce que quand le chantier va se faire, il sera dans de bonnes conditions. Et puis après, si on part sur l'exploitation, l'analyse des données du sous-sol permet de définir les propriétés thermiques de sol et ensuite de dimensionner l'installation sonde et, comme l'a dit Romain, voir l'interaction qui est possible entre les besoins énergétiques et la capacité du sous-sol à répondre à ces besoins. Donc ça, c'est les premiers éléments. Et puis, quand on regarde aussi ce qu'on a autour, c'est intéressant et nécessaire d'étudier quels sont les usages et activités qu'on peut avoir en périmétrie ou autour de ce projet. On évoque les captages d'eau potable, les zones humides, de manière à ce qu'on préserve ces milieux par rapport à l'usage de géothermie qui est réalisé en phase chantier, mais aussi en phase d'exploitation. Et puis à l'inverse, notre géothermie, elle recoupe possiblement en surface des zones qui ont fait l'objet de friches industrielles ou d'autres activités. On peut avoir la présence de sites pollués, et donc ça s'appréhende, ça se définit, et on met des mesures compensatoires ou au moins des mesures pour empêcher une migration possible lors du forage d'une pollution de surface vers des milieux plus profonds qui sont traversés. On prend en compte aussi également les réseaux enterrés. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont vus dès la phase étude et puis qui sont validés au fur et à mesure du chantier. Je propose qu'on passe maintenant au cadre réglementaire. Donc le cadre réglementaire, il y a différents échelons. Il y a un échelon national où ça a été abordé juste avant par Nicolas sur la géothermie sur nappe, sur la valeur de 80 m3, qui est un jalon au-dessus duquel on passe en permis d'exploitation et en dessous duquel on est en géothermie de minime importance. Pour la géothermie sur sonde, on a des critères communs avec la géothermie sur nappe, qui sont les profondeurs. Si on fait une installation qui est moins de 10 mètres de profondeur, en interaction sous-sol, on n'en a pas beaucoup, donc on est hors cadre du code minier, donc de la géothermie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les forages qui font plus de 10 mètres. Comme l'a dit Romain, en sonde géothermique, on a une centaine de mètres qui sont recoupés. Classiquement, on est entre 100 et 200 mètres de profondeur. 200 mètres, c'est une contrainte, c'est un seuil réglementaire
Et sur le territoire français, on n'a pas ou très peu de forages qui excèdent cette profondeur-là. Et puis, en puissance échangée sur le sous-sol, on a toujours cette valeur seuil de 500 kW qui nous définit si on est en GMI ou si on passe en permis d'exploitation. Quelle est la différence entre les deux? La GMI, c'est une simple télédéclaration qui se fait sur Internet, sur le site de géothermie. Ça peut se faire par n'importe quel porteur de projet, maître d'ouvrage. On choisit ensuite une entreprise de forage qui soit qualifiée RGE. Donc, c'est le petit logo que vous avez en bas, qualification des foreurs. Et ça, c'est une obligation réglementaire. On ne doit pas, il est interdit de faire des forages de géothermie sur nappe ou sur sonde par des entreprises qui n'ont pas cette qualification. Donc c'est une exigence. Donc pour en revenir au cadre de la GMI, c'est assez facile. Si on passe en permis d'exploitation, on a une procédure qui est un peu plus étoffée, avec un dossier qui nécessitera une étude d'impact, une enquête publique et un passage en commission préfectorale. Donc avec un délai d'instruction qui est entre 1 an et 1 an et demi. Donc on n'est plus du tout sur la même temporalité. Faut aussi prendre conscience que la taille du projet, vu que les échanges thermiques sont plus conséquents, la taille du projet est plus du tout dans la même échelle que ce qu'on a sur une installation de géothermie classique. Donc, dans le cadre des études aussi de faisabilité, c'est bien de recouper le planning études-travaux avec le planning du cadre réglementaire et vérifier la compatibilité des deux en termes de mise en œuvre. Donc ça, c'était le cadre général national. Après, on a une spécificité locale. C'est la cartographie régionale qu'on appelle aussi le zonage géographique. Donc on a des feux tricolores, on a rouge, orange et vert. Si on est en vert, donc c'est la petite carte que vous voyez sur votre gauche, si on est en vert, on n'a pas d'éléments rédhibitoires par rapport à des contraintes environnementales qui seraient la présence d'une pollution avérée, la présence de gypse en profondeur, des remontées éventuellement de nappes et tout un tas d'autres critères. Si on est en zone orange, c'est que les services de l'État ont estimé qu'il y avait un point de vigilance particulier par rapport au recoupement de plusieurs de ces critères et que ça nécessitait un avis d'expert. Donc, il y a des bureaux d'études qui ont un agrément ministériel et qui permet d'établir un avis d'expert sur le projet de géothermie. L'objectif de cet avis d'expert est de vérifier que d'un point de vue environnemental et technologique, on a pris en compte l'ensemble de ces éléments, qu'on a su trouver des réponses et des moyens qui permettaient de contenir ces éléments-là. Et puis si d'aventure, on ne trouve pas les éléments techniques ou technologiques qui permettent de contrevenir à ces événements environnementaux ou passifs, type une pollution, dans ce cas-là, on peut avoir un avis négatif. Mais généralement, on n'est pas dans des choses qui sont insurmontables. Faut juste bien anticiper au niveau de la faisabilité et ensuite vérifier que c'est bien appliqué en phase chantier pour qu'on reste en conformité administrative. Et puis après, il y a le dernier cas de figure où il y a trop de critères avec des valeurs élevées qui nous amènent à un permis d'exploitation, un PEX, un permis d'exploitation de gîte géothermique. Et dans ce cas-là, on repart sur une procédure d'1 an à 1 an et demi, avec bien sûr en amont une étude de faisabilité plus robuste qui permet de vérifier que techniquement, on arrive à faire les choses et ensuite et à exploiter le champ de sonde tout en restant en sécurité par rapport à l'installation. Donc voilà pour le zonage cartographique. Après, je reviens sur les spécificités locales qui ne sont pas abordées dans le cadre réglementaire national, mais qui ne sont pas détaillées, mais qu'il faut prendre en compte, c'est les périmètres de protection de captage d'eau potable. On n'a pas le droit de faire de sonde ou de forage d'eau en géothermie dans des périmètres de protection rapprochés ou immédiats de captage d'eau potable. Il faut prendre en compte aussi tout ce qui est stockage de produits dangereux et polluants, de manière à ce qu'on n'ait pas, nos forages ne constituent pas une zone préférentielle de migration de pollution en profondeur par rapport à soit un passif industriel, soit une activité encore existante et en exploitation. De même, on prend en compte les zones Natura 2000,
les SNIEF, tout ce qui est zone naturelle. Et puis, on a sur la vallée de l'Arve des ressources stratégiques sur lesquelles toute autre activité que l'eau potable est interdite. Donc, c'est aussi des points de vigilance. Et puis, pour finir sur le cadre réglementaire, on a les normes. Il y a 2 normes qui encadrent la réalisation et la mise en place des sondes et leur exploitation. Elles sont en bas, la NFX10 960 et la 970. Je propose qu'on passe à la slide d'après. Nicolas, merci. Donc là, les données d'entrée. Alors, vous m'excuserez sur les coquilles orthographiques. Les données d'entrée. Donc là, on a bien caractérisé notre sous-sol, l'environnement. On a vérifié qu'on était techniquement conforme et enfin surtout réglementairement conforme et techniquement on maîtrisait le contexte. À partir justement de ce contexte sous-sol, on peut déterminer les propriétés thermiques qui sont la conductivité, la capacité thermique du sous-sol et la température initiale du terrain. Donc soit à partir de données bibliographiques, soit des tests de réponse thermique qui ont été réalisés dans un contexte voisin et surtout similaires en termes de géologie, parce que c'est sûr que si on n'a pas les mêmes matériaux qui sont recoupés d'un point à l'autre, on n'aura pas les mêmes propriétés thermiques du sous-sol et donc les données d'entrée seront différentes. Et puis le dernier élément, c'est si on est sur une inconnue, on a besoin de conforter ces hypothèses, on peut toujours réaliser une sonde test et un TRT sur le site. Alors réglementairement, au titre des subventions de l'ADEME, actuellement, si on veut bénéficier de subventions pour un champ de sonde dont le mètre linéaire excède 1000 mètres, on doit réaliser un test, un TRT. On peut avoir dérogation si on a un TRT qui est fait dans un secteur plus ou moins proche, et comme ça, avoir entre guillemets une petite économie sur l'investissement et les études du projet. Comme l'a dit Romain, la géothermie permet de couvrir une bonne proportion des besoins, mais pas obligatoirement l'intégralité. Donc c'est pour ça qu'il y avait le terme de biénergie qui était évoqué un peu plus tôt. C'est bien de bien définir les besoins thermiques qui sont couverts par la géothermie. On ne couvre pas obligatoirement l'intégralité des besoins. C'est que ce qu'on voit dans les deux graphiques où on va s'attaquer au chaud. On voit que la partie orangée est vraiment la partie couverte par la géothermie, et la partie rouge constitue le reste des besoins qui sont à couvrir par une autre type d'énergie. On le voit aussi sur la monotone, le tableau à droite, où on a la petite pointe qui, elle, doit être couverte par une autre, et puis la zone orangée est vraiment l'intégralité qui est couverte par la géothermie sur sonde. Et puis sur le froid, dans ce contexte, l'intégralité du froid, lui, est couvert par la géothermie. L'autre point de vigilance aussi à avoir, alors ça c'est vraiment connexe au dimensionnement, mais c'est non négligeable, c'est les accès. Les accès au site, c'est la photo qu'on voit sur la droite, où on voit l'atelier de forage dans son intégralité. Alors c'est rare d'avoir un porte-char aussi gros, mais quand on a des grosses installations, et puis de manière à n'avoir qu'un véhicule qui est à l'intégralité, on a ce type de gabarit. Là, c'était sur un gros projet, toujours à Lyon 8. Donc, c'est important de vérifier que on va pouvoir faire entrer la machine sur le site où on veut faire les sondes. Et puis, dans le dimensionnement, il convient aussi de prendre en compte l'emprise qui sont nécessaires pour implanter ces différentes sondes. Ça fait partie des éléments clés du projet. Nicolas, je te propose de passer à la slide suivante où on va aborder entre guillemets, les variables d'ajustement. Donc là, on a vu vraiment les grandes généralités. Après, on commence à étudier de manière plus fine notre projet, et on regarde les différents éléments suivants qui sont l'intérêt du champ de sonde, c'est qu'on peut faire du chauffage et du rafraîchissement avec. Et le fait de mutualiser ces deux besoins sur la même ressource, ça permet de diminuer les écarts de température dans le champ de sonde, puisque d'une année sur l'autre, on va avoir un phénomène de réversibilité, et donc d'estomper ces éléments. Ça peut permettre aussi de diminuer le nombre de sondes à réaliser, puisqu'on a aussi cet effet estompé sur le temps, et ça permet également d'augmenter la performance énergétique.
Après, il y a la question du glycol. Donc ça, c'est une question qui vient de plus en plus, qui est abordée suivant les interlocuteurs, en disant que le glycol, c'est pas obligatoirement le meilleur produit d'un point de vue environnemental. Utiliser un antigel, ça peut se comprendre. Après, ça a une répercussion sur le dimensionnement du champ de sonde. Tout simplement que si on utilise du glycol, en termes de température, on a une plage d'acceptabilité du champ de sonde qui est plus forte. On peut descendre jusqu'à -3 et on monte jusqu'à 40. Donc ça, c'est vraiment les seuils aussi réglementaires de la GMI. C'est un point que je n'ai pas abordé avant, mais c'est non négligeable. Sachant que le glycol, lui, techniquement, nous permet de descendre beaucoup plus bas. Mais réglementairement, on doit rester dans cette plage de -3 plus 40. Si on n'utilise pas de glycol, dans ce cas-là, la pompe à chaleur, théoriquement, on pourrait s'arrêter à 0. Par contre, la pompe à chaleur, elle, a une sécurité qui nous entraîne à une plage de fonctionnement qui est comprise entre +5 et +40. Et donc, on voit que cet écart de 8 degrés entre le -3 et le +5 entraîne derrière possiblement un effet sur le dimensionnement du champ de sonde. Si on enlève le glycol, une des répercussions possibles, et certaines, c'est la diminution du rendement sur les sondes, c'est la nécessité éventuelle de réaliser plus de sondes en compensation, et si on reste en ISO nombre de sondes, l'autre répercussion, c'est la diminution de la géothermie qui peut être couverte, les besoins qui peuvent être couverts par la géothermie. Donc si d'aventure on souhaite ne pas mettre de glycol, ou on souhaite en mettre, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte et qui joue sur l'emprise nécessaire de notre champ de sonde ou la part de géothermie d'énergie qu'on couvre par la géothermie. Donc ça s'étudie, mais c'est vraiment à prendre au cas par cas. L'autre critère sur lequel on peut jouer, c'est la profondeur des sondes. Donc on est classiquement entre 100 et 200 mètres de profondeur. On a un seuil technique qui est autour de 150 mètres de profondeur, tout simplement puisque entre 150 et 200 mètres de profondeur, on a une pression qui est exercée sur les sondes qui est plus fort. Et par conséquent, le diamètre des tubes que Romain vous a présenté en tout début de webinaire doit être plus gros pour avoir une meilleure résistance mécanique par rapport à cette pression lithologique. Donc entre 100 et 150 mètres de profondeur, on a des sondes qui ont un diamètre extérieur en 32 mm, et pour des sondes qui vont jusqu'à 200 mètres ou au-delà de 150 mètres ou jusqu'à 200 mètres de profondeur, on a des tubes qui font 40 mm de diamètre. Donc derrière, ça veut dire que c'est des forages qui sont beaucoup plus gros pour pouvoir descendre ces tubes. Donc ça joue sur la capacité des machines à réaliser le forage aussi profond dans un diamètre plus gros. Ça joue aussi sur la géologie. On va possiblement pas rencontrer les mêmes matériaux suivant la profondeur à laquelle on descend. Les arrivées d'eau qu'on va solliciter en forage peuvent être différentes. Donc, c'est des éléments qu'il convient de prendre en compte aussi à l'échelle du dimensionnement. Et puis, l'avantage de faire un champ de sonde à 200 mètres, on fait moins de sondes, donc sur une emprise possiblement plus faible. Donc, ça peut être intéressant dans les milieux où on est plus ou moins contraint sur ce paramètre-là. Après, il y a l'espacement ou la concentration des sondes du champ de sonde. Classiquement, on a un écartement de 10 mètres entre les sondes, mais il peut être intéressant parfois de densifier nos sondes, de les réduire à 7 mètres, voire moins, de manière à essayer de créer intentionnellement une bulle de chaud si on va essayer de faire du stockage en profondeur. Et puis à l'inverse, si on est sur un mono-usage type piscine, par exemple, dans ce cas-là, ça va être plus intéressant d'espacer ces sondes de manière à ce que la chaleur se dissipe mieux dans le terrain, et le froid, pardon. On chauffe la piscine, donc on refroidit le milieu. Le froid se dissipe mieux dans le terrain et qu'on arrive comme ça à exploiter sur une échelle de temps plus longue le champ de sonde. Et puis le dernier élément, c'est la question de la possibilité de la recharge saisonnière ou le stockage. C'est conditionné par le milieu. Plus on a un terrain qui est entre guillemets perméable, avec un écoulement d'eau, plus on aura tendance à avoir une dissipation de l'énergie qu'on rejette dans ce milieu. À l'inverse, si on a un terrain on va prendre le cas d'une roche, d'un granit, le massif central,
où là, on a très, très peu de circulation d'eau, voire même pas du tout, où là, le phénomène de stockage va être beaucoup plus valorisé d'un point de vue technique que dans un milieu qui, lui, est plus sableux, plus poreux. Donc, donc voilà. Et puis, pour finir, la dernière slide, les éléments nécessaires pour le dimensionnement. Nicolas, si tu veux bien nous passer à la suivante. Merci. Donc, le schéma est plus vulgarisé que ce que nous a présenté Romain juste avant. Pour la géomodélisation, les différents éléments à prendre en compte, c'est en termes de données d'entrée, les besoins thermiques à travers une simulation thermodynamique de ces besoins en chaud et en froid. On prend les propriétés thermiques du terrain, la profondeur des sondes auxquelles on veut descendre, on souhaite descendre, l'emprise possible et l'utilisation ou pas d'antigel, de glycol. Donc, l'ensemble de ces éléments constituent nos données d'entrée. On géomodélise, on regarde des rendus qui sont comme le graphique que vous avez sur votre gauche, où on voit les fluctuations de température du fluide. Donc ça doit être en sortie, puis il y en a un autre qui est en entrée. On regarde comment ça se passe. Donc là, c'est l'outil qui a été utilisé dans ce cadre-là, c'était EED, mais il en existe d'autres. Et on recrée des scénarios en fonction des profondeurs, de l'écartement des sondes, de manière à trouver le bon équilibre entre les températures minimales ne devant pas dépasser moins 3 degrés si on met du glycol ou plus 5 degrés avec l'usage d'eau uniquement, et puis rester toujours inférieur à ces plus 40. Et le point important, c'est vraiment la communication, c'est les deux petites flèches du bas, entre le géologue et le thermicien, de manière à ce que le thermicien donne les données d'entrée besoins thermiques. On géomodélise de notre côté pour voir quelle est la capacité du milieu à prendre une partie de ses besoins. Et comme ça, on cherche le point d'équilibre entre la capacité du milieu à échanger l'énergie suffisante pour répondre aux besoins des projets, tout en étant dans l'emprise foncière qui est propre au site. Et c'est le petit schéma, ou le petit plan que vous voyez à gauche, où là, c'est une petite école sur laquelle était prévu 5 sondes géothermiques, donc c'est les petits ronds verts. Et il y a les tranchées qui permettent de faire la liaison et le raccordement dans le bâtiment. Donc voilà, on ne travaille pas tout seul, on travaille en interaction avec le thermicien, mais aussi le maître d'œuvre, l'architecte, tous les corps d'état liés à une maîtrise d'œuvre classique de construction et de rénovation. Merci Edouard. Du coup, je propose qu'on passe directement justement en parlant de maître d'ouvrage à l'intervention d'Anthony, donc de la mode Servolex, qui va nous présenter un projet concret qu'il a réalisé et témoigner. Et puis on prendra les questions en fin de webinaire pour laisser Anthony nous présenter son intervention. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation participer au webinaire en tant que maître d'ouvrage, effectivement. L'idée, c'est de vous présenter un peu le contexte communal de la mode Servolex et puis un peu l'historique de notre politique énergétique. La mode Servolex, c'est effectivement une commune aux portes de Chambéry, qui est au nord de Chambéry, entre le lac du Bourget et Chambéry, puisque la commune s'étend quasiment jusqu'au lac du Bourget. Elle a à ce jour 13 000 habitants, un peu plus de 13 000 habitants, et un patrimoine bâti qui se concentre un peu dans l'intérieur de la boucle de la 43, comme on voit ici, de 52 bâtiments. Donc, c'est un patrimoine qui est quand même assez conséquent. Pour une consommation d'énergie évaluée en 2021 à peu près 6 653 MWh d'énergie primaire, répartis inégalement entre gaz et électricité, puisque pour le gaz, on n'a pas beaucoup évolué nos consommations depuis 2010, avec une faible diminution d'à peine 1,2% pour 3 195 MWh. Par contre, sur l'électricité, il y a un gros travail qui a été fait sur l'efficacité des émetteurs de lumière sur l'éclairage public et dans les bâtiments, puisqu'on a diminué très, très nettement, plus de 50% de notre consommation électrique depuis 2021. Alors nous, l'idée, c'est
On va en reparler dans l'historique, mais c'était surtout de pouvoir travailler sur des bouquets d'énergie, savoir quelles énergies renouvelables étaient disponibles à l'échelle du territoire de la Motte-Servolex. L'idée, c'était pas de partir systématiquement sur du gros énergie ou des ENR qui avaient un peu le vent en poupe à l'époque où on a fait ces travaux. Donc, en fait, on avait sollicité le bureau d'études Indigo pour faire une étude d'opportunité en énergie renouvelable en fonction des sources, des disponibilités des différentes énergies. Sachant que la commune a quand même une forêt communale, donc on en parlera un petit peu plus aussi tout à l'heure, une forêt communale de plus de 530 hectares dans lesquels on produit du bois énergie sans faire de coupe rase, c'est de la futaie jardinée. On collecte un peu de feuillus ou du bois résineux déclassé pour faire de la plaquette forestière. Et donc ça, c'est une chance qu'on a, mais en tout cas, c'est une source d'énergie disponible. Donc là, je vais vous parler un peu avec Romain, on va vous parler des 2 réalisations qu'on a fait en géothermie sur sonde, à l'école maternelle de la Villette et à la salle sportive et festive Les Pervenches. Donc, il y a, je crois que les travaux ont été réceptionnés en 2020 ou 2021, mais en tout cas, on vous en parlera un petit peu plus tout de suite après. On peut passer la slide. Alors, une volonté politique, donc comme je vous l'ai dit, c'était surtout de rechercher des opportunités d'ENR, mais dans un esprit de bouquet d'ENR, c'est-à-dire vraiment réfléchir l'ENR en fonction de la disponibilité à l'échelle locale. On a une politique de développement durable qui est assez marquée, puisque en fait, avant 2008, on avait, il faut le noter, un maire qui était écologiste, qui a créé un poste environnement et développement durable, donc qui a pu créer mon poste. Et cette ambition écologique a été continuée et déployée, amplifiée par Luc Berthoud, qui est sur son 3e mandat à l'heure actuelle et avec qui j'ai commencé ma mission, puisque j'ai commencé en 2008. En 2011, on a commencé à réfléchir au déploiement des ENR solaires et biomasse sur notre parc, puisqu'en fait, on avait essentiellement en disponibilité, enfin, on pensait qu'on avait essentiellement en disponibilité ces 2 ENR. Le solaire est disponible partout et la biomasse, là, en forêt communale. Donc, on a créé une grande centrale photovoltaïque sur l'école Lamartine en 2011 et puis on a restructuré notre filière bois énergie en circuit court, notamment par la construction d'un grand hangar bois énergie et à capacité de stockage de 1200 m3 à part en plaquettes, exclusivement alimenté par notre plaquette forestière, donc issue des arbres de la forêt qui sont descendus et broyés sur le centre technique municipal. Sans dépeupler complètement la forêt, puisqu'on a une production de bois énergie d'environ 220 m3 de grumes par an, qui est bien moins que la production de bois d'œuvre, qui est d'à peu près 500 m3 par an. Voilà. On a à côté de ça une action auprès des particuliers, puisqu'on subventionne depuis 2011, même depuis avant, depuis 2005, on a subventionné les chauffe-eau solaires et les systèmes solaires combinés. Mais depuis 2011, on a vraiment déployé tous ces systèmes de subvention pour les ENR auprès des particuliers. Donc là, je vous avais mis un petit aperçu de ce qui avait été financé en subvention auprès des particuliers. Il y a quand même un peu plus de, si on fait le calcul, quasiment 200 subventions qui ont été fournies aux particuliers, donc pour les aider aussi dans leur transition énergétique. On a en 2016, on a bénéficié en 2016 de la labellisation territoire énergie positif du territoire Grand-Antilles, Grand-Chambéry, plein air des Bauges, qui s'est aussi élargi à Grand Lac en 2018, il me semble. Et donc, à l'occasion de cette labellisation, nous, on a pu candidater et conventionner plusieurs actions, notamment la rénovation globale de la salle de spectacle Saint-Jean, sur laquelle on a aussi réalisé une centrale photovoltaïque. Donc, une centrale en autoconso collectif, c'était une première nationale à l'époque, c'était en 2019. Et c'est une centrale de 23 kW qui permet la couverture de 10% des consommations d'énergie électrique sur 5 bâtiments. Donc, c'est cette centrale qui produit pour un périmètre de consommation de 5 bâtiments, donc en autoconso collectif. On a également lancé la réalisation de 2 petites centrales photovoltaïques dans le cadre de l'action grappe photovoltaïque TEPOS portée par Grand-Chambéry en 2018, donc 2 petites centrales de 6 et 8,9 kW à crête. On souhaitait rester en dessous des 9 kg pour la vente totale d'électricité. Donc là, on n'était pas encore dans le périmètre d'autoconso. Et puis surtout, et ce que je n'ai pas noté là dans la slide, c'est qu'en 2016, grâce à cette labellisation, on a pu bénéficier du contrat territorial chaleur renouvelable de Grand-Chambéry. Et c'est à cette occasion, à l'occasion de ce contrat chaleur renouvelable de Grand-Chambéry, qu'on a lancé un peu l'étude d'opportunité de production d'énergie renouvelable sur le patrimoine communal avec Indigo. Voilà. Alors, on a des grands programmes politiques de développement durable, transition écologique. Le premier, c'est vraiment concrétisé par l'adoption d'un agenda 21 en 2018, avec une action forte sur
l'étude des potentialités en énergie renouvelable. Et puis en 2021, on allait plus loin dans une labellisation Citergy, donc ex-Citergy, maintenant territoire engagé transition écologique, climat, air, énergie. On a obtenu au premier dossier de candidature les 3 étoiles sur ce label-là, qui est un label très ambitieux porté par l'État et par l'ADEME. Si on revient sur l'étude d'opportunité ENR sur le patrimoine communal, on avait le rendu d'étude, on peut revenir un petit peu en arrière. Voilà. Le rendu d'étude, en fait, nous dirigeait vers 2 types d'énergie essentiellement. C'était les énergies biomasse, puisqu'on a de la capacité de production de bois-énergie en forêt communale, et aussi l'énergie géothermique. Et ça a particulièrement fait tilt en fait, auprès de monsieur le maire, qui s'est dit, ben voilà un type d'énergie qu'on n'a jamais exploré et sur lequel j'aimerais bien, enfin, il voulait vraiment expérimenter l'installation de 2 packs géothermiques sur des bâtiments et les plus adaptés, tels l'école de la Villette et la salle des Pervenches. Donc, avec des puissances respectives de 50 kW et de 35 kW qui, après retour de fonctionnement d'un peu plus d'1 an, on se rend compte que les COP sont quand même très bons. On obtient des COP globales de 3,56 sur l'école de la Villette, mais Romain vous en parlera après. Et le COP global, qui n'est pas encore très, très bien estimé sur la salle des Pervenches, est de 3,6. Avec une différence quand même entre les deux, c'est que l'école de la Villette, on n'a pas d'appoint chauffage, puisqu'on a complètement enlevé la chaufferie gaz. Pour la salle des Pervenches, on a encore un appoint gaz, puisqu'en fait, on fait l'ECS avec la chaudière gaz, qu'on avait conservé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les retours sur investissement sur ces 2 aménagements ne sont pas encore complètement définis, mais je pense que Romain vous en parlera aussi un petit peu après. Mais on sait que déjà, sur 2022, par rapport au prix de référence du gaz de 2009, sur l'école de la Villette, on économise quasiment, juste sur la fourniture du gaz, à peu près 20 000 € par an. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez notable dans un contexte où le prix du gaz explose et on ne sait pas trop où ça va encore aller. Donc voilà, se dissocier du gaz de l'énergie fossile gaz, c'est quand même une chance et un plus pour les collectivités. Je pense que c'est là-dessus qu'on va aller de plus en plus, soit avec la géothermie, soit avec les chaufferies bois. À ce propos, on va réaliser très prochainement une chaufferie bois sur un groupe scolaire, donc en remplacement de 2 chaudières gaz, dans le cadre d'une rénovation globale du groupe scolaire avec la SPL OSE, qui est une société publique locale qui est délégataire de maîtrise d'ouvrage pour nous. Et puis, on peut aussi citer notre action aux côtés d'Energissim, donc la mise à disposition de toitures de certains de nos bâtiments, donc là, en l'occurrence, la salle des Pervenches à la centrale solaire citoyenne Energissim. C'est assez récent, là, ça s'est fait assez récemment. Voilà ce que je peux vous dire de plus sur les choses à venir pour la mode Servolex. On souhaite encore explorer les capacités de géothermie sur nos prochains programmes de rénovation thermique, notamment un grand groupe scolaire, l'école La Martine et le groupe scolaire La Martine, qui est un gros consommateur d'énergie. Également la halle des sports d'Illier-Parpillon, qui est notre grosse halle des sports sur le plateau sportif d'entrée de ville, où on aura vraiment à cœur d'étudier ces opportunités de géothermie, sachant qu'on a quand même des terrains à disposition pour pouvoir installer des sondes, avec la seule crainte qu'on puisse avoir, c'est la présence ou pas de la nappe phréatique de l'ALES, qui sera certainement un petit peu sensible sur l'installation des sondes. Et puis, on réalisera dans les prochaines années, là, en tout cas, c'est prévu pour 2023, notre schéma directeur immobilier énergétique. Notre objectif, c'est d'atteindre ce sur quoi on s'est engagé sur le label Citergy Transition écologique climat, air, énergie. C'est réduire de 25% nos consommations d'énergie à horizon 2030 et les couvrir à 30% d'énergie renouvelable. Donc, autant vous dire qu'on a beaucoup de travail à mener et que ce SDIE nous aidera à atteindre ces objectifs. Voilà, c'est tout pour ma participation. Merci de votre écoute. Eh ben, je prends un peu le relais, alors je vais faire vite pour la partie technique. Merci Anthony. Donc là, il y a la frise un peu temporelle du projet. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Les projets, globalement, ils ont pris du temps parce qu'il y a eu le Covid. Et donc, ça a retardé un petit peu les projets. Mais globalement, on a commencé la maîtrise d'œuvre début 2020. Les forages ont été faits à l'été 2020 et par contre, la partie chaufferie a été faite qu'à l'été 2021 parce que, notamment pour l'école de la Villette, il y avait des travaux aussi, des travaux annexes d'adaptation un peu dans le bâtiment. Donc, il y a eu des remplacements de menuiserie, des reprises d'isolation, de la ventilation qui a été reprise. Et donc, ça nécessitait un petit peu d'études complémentaires.
Et surtout, les travaux, il fallait qu'ils soient faits en dehors des périodes scolaires. Et l'intérêt, c'était aussi de mutualiser les deux projets. Donc, les deux projets ont été décalés quasiment, on va dire, de 6 mois, peut-être pas un an, mais ont été décalés de 6 mois pour être faits à l'été 2021. Et donc, les deux installations fonctionnent depuis l'automne 2021. Voilà, tu peux passer à la suite, Nicolas. Donc, on fait un petit zoom sur l'école de la Villette. Voilà, donc là, il y a le schéma de principe. Donc, on est sur une installation qui avait avant une chaudière gaz de 70 kW, qu'on a remplacée par une pompe à chaleur de 50 kW, qui est associée à 4 sondes de 200 mètres, qui sont installées dans un espace vert à côté de l'école, qui est assez restreint, mais qui est en photo. Il y a une photo aussi pendant la réalisation de la sonde. Et à droite, c'est la photo de la pompe à chaleur. Donc, on n'a pas de rafraîchissement sur cette école et il n'y a pas non plus de production d'eau chaude sanitaire. On est sur une installation relativement simple. Donc, au moment du dimensionnement, on attendait, ce qui est intéressant, donc on a fait les démarches d'études de faisabilité. On attendait donc une fourniture de 70 MWh environ, un COP PAC de 3,8, 3,9 et un COP global annuel de 3,6. Voilà, avec les géomodélisations, enfin les étapes qu'on vous a présentées avec Edouard un peu avant. Tu peux passer la slide d'après. Et alors ça, c'est le bilan économique réel d'investissement. Voilà, donc le projet, il a coûté en investissement pur géothermique à peu près 130 000 euros. Il y a avec 20 000 euros pour les études de faisabilité et la maîtrise d'œuvre. Et en termes de subventions, donc il y a eu une subvention pour les études, l'étude de faisabilité, puis une subvention pour les travaux, donc sur le fonds chaleur territorial donc de l'ADEME, mais coordonné par le Grand Chambéry, et aussi une aide DETR. Alors, je n'ai pas retrouvé le montant. Les coûts d'exploitation, là, Anthony en a parlé, mais ça, c'était les coûts d'exploitation de référence, donc début 2020, au moment de l'étude de faisabilité. Et donc, on avait un temps de retour de 23 ans, consolidé avec une hypothèse d'augmentation autour de 15 ans. Et aujourd'hui, a priori, alors avec les coûts actuels de la commune, on se situerait plutôt sur les temps de retour autour de 10 ans, quoi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est la première année de suivi d'exploitation. Alors, on a seulement 10 mois parce que, alors pour des questions, on va dire Covid aussi, mais il y a des problématiques de mise en service des compteurs, enfin Covid ou post-Covid, mais donc on est sur un site où il n'y a pas de supervision. Donc, les relevés, ils sont faits par l'exploitant de manière mensuelle ou bimensuelle. On peut éventuellement, on l'a fait ponctuellement, faire des mesures dynamiques pour vérifier des fonctionnements ou des dysfonctionnements. Et donc, après 10 mois de suivi opérationnel, donc on a bien une couverture à 100%. Donc, il n'y a pas eu d'enclenchement du secours électrique qui avait été mis en œuvre. On a une fourniture de 41 MWh. Alors, sur cette période de 10 mois, si on projette ces 10 mois avec l'étude de faisabilité, on aurait dû produire 46 MWh. Donc là, l'écart, il est lié aux conditions climatiques, donc à la baisse des DGU. Par contre, en termes de COP, donc le COP réel de la PAC, il est de 4,9, alors qu'on avait supposé un 3,8, 3,9. Donc on a un COP pompe à chaleur qui est bien meilleur, parce qu'on a retravaillé avec l'exploitant les lois d'eau depuis l'étude de faisabilité. Donc on voit l'impact des lois d'eau. Et le COP global qui était prévu à 3,6, il est à 3,95 là sur ces 10 mois d'exploitation. Là, par contre, il est relativement bas par rapport au COP de la PAC. Et donc aujourd'hui, on a identifié le problème, c'est qu'il y a un problème d'asservissement d'un circulateur en particulier, le circulateur sur la pompe à chaleur, et donc qui affecte de manière quand même non négligeable le COP. Donc là, l'entreprise doit intervenir pour modifier ce réglage-là, mais donc on devrait avoir un COP global qui devrait être sensiblement supérieur à 4, donc sensiblement supérieur aussi au prévisionnel. Voilà, je pense que de toute façon, on a déjà largement dépassé. On va poser quand même les questions. Ouais. C'est sur quel était la point qui était prévu sur l'école de la Villette? C'est une résistance électrique. Nick. Ouais. Pour
pourquoi la géothermie sur sonde plutôt que sur nappe à la mode Savolex si on a une nappe existante? Alors, les deux projets là qui ont été identifiés, en fait, ils sont pas sur la plaine de la Lesse, ils sont sur les. Alors, il y en a un qui est en bord de coteau et l'autre qui est vraiment sur les contreforts du massif de l'Épine. Donc, on n'est pas dans un secteur où il y a une ressource sur nappe. Par contre, c'est le projet qu'a évoqué Anthony, donc la plaine sportive, elle est effectivement dans la plaine alluviale, donc la question se posera. Ouais. D'accord. Et puis, une autre question, asservissement sur circulateur ou compresseur? Non, c'est bien les circulateurs auxiliaires, donc les circulateurs qui font tourner l'eau entre les sondes et la pompe à chaleur et qui font aussi tourner l'eau entre la pompe à chaleur et le ballon tampon qui va derrière vers les circuits de distribution à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est bien c'est pas une consommation de compresseur. Sinon, ça aurait affecté le COP de la PAC. La Le question, COP celle du global est calculé sur le stockage. gain en consommation. Alors, le COP global, en fait, c'est la chaleur qu'on produit divisée par la totalité de l'électricité que consomme l'installation. Donc, l'électricité consommée par la pompe à chaleur directement, plus l'électricité consommée par les auxiliaires de circulation, qui ne sont pas négligeables en géothermie. C'est pas lié à la baisse des consommations ou aux économies. C'est une vraie mesure réelle sur site, quoi. Ah oui, la question du stockage, la différence entre une recharge et du stockage. Oui, Ouais, alors non. Alors si on parle réglementairement, la recharge, c'est quand l'installation fonctionne en réversible. Donc l'hiver, on fait du chauffage, on prélève de l'énergie dans le sol. L'été, on fait du froid et donc on réinjecte de l'énergie dans le sol. Donc là, c'est plutôt de la recharge et du stockage. C'est quand on va utiliser un moyen tiers pour recharger le sol. Donc, par exemple, on peut utiliser du solaire thermique, on peut utiliser du power road, de la route thermoactive. Donc là, on est plutôt sur du stockage de chaleur pour la saison. Mais bon, d'un point de vue purement thermique, la sonde ne fait pas forcément la différence entre l'énergie qui vient du bâtiment, l'énergie qui vient d'un capteur solaire ou l'énergie qui vient d'une route active. Ouais, les COP, ils sont bien en consommation. Hein. C'est un COP en mégawattheure. Ouais. C'est le rapport entre l'énergie fournie par la PAC et l'énergie électrique consommée par l'installation. La point électrique, il est dans le ballon. Ouais. très bien. Eh ben, merci à vous. Juste un petit point sur le webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, même heure. Il est prévu pour durer 1 heure et demie. Donc, il est animé par Estelle Dourla et Noé Imperadori, qui sont les animateurs des filières géothermie sur les régions Est et Nord. Et il est autour des boucles d'eau tempérée alimentées par géothermie ou BTEG. Et il vous permettra de comprendre comment on peut voilà, réfléchir des projets de géothermie à l'échelle de plusieurs bâtiments. Est-ce que c'est intéressant de mutualiser à la fois les besoins et les ressources? Et puis, on aura des retours d'expérience, notamment d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur ce type de projet. Voilà. Et ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose qu'on en termine avec un petit délai de 15 minutes. Bonne fin de journée et à bientôt.